Azul Filawan. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. On parlera beaucoup de Mamri et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Mohamed Kemar qui nous vient de Marseille, qui a écrit un excellent livre sur le parcours de notre Amousnaou, donc de notre Mamri. Marhaba Issek Mohamed, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci beaucoup de m'accueillir justement dans ce lieu de la culture, de l'échange, de la littérature et qui donne aussi de la voix pour la question identitaire et tous mes remerciements dans toute l'équipe, Alice particulièrement. Et je te remercie de ton invitation et c'est avec bonheur et plaisir que je viens ici parmi vous et de retrouver surtout des amis de longue date. Ben je t'en prie, tout le plaisir est pour nous. Donc, toi, tu as été un peu dans la mise en scène, dans le théâtre. Tu peux nous dire pour commencer un petit mot sur ça, si tu veux bien. Alors, moi, je me suis effectivement intéressé à la question de la dramaturgie, je ne sais pas si c'est Alors, moi, je me suis intéressé justement à la question de la dramaturgie parce que je considérais que c'est quand même quelque chose qui est très important par rapport à la culture, par rapport au message que l'on veut délivrer, etc. Et j'ai pensé que c'est un domaine qui a été quelque peu négligé pour des raisons qui seraient longues à énumérer parce que nous n'avons pas de tradition de théâtre, d'école de théâtre, etc. Donc on a plus privilégié le côté musique, etc., qui est très bien d'ailleurs. Et après, moi, j'ai beaucoup travaillé, et c'est par rapport, je fais juste un trait d'union, peut-être qu'on va revenir, et j'ai vu que le travail que j'ai fait moi, c'est justement de s'intéresser à l'autre aspect, un peu moins connu, enfin, en tout cas de mon point de vue, de l'œuvre de Mamri, en l'occurrence le théâtre. Donc, moi, j'ai vu tout ce qui a été écrit sur Mamri, ses œuvres, etc., et j'ai vu que c'est un domaine qui a été quelque peu pas pris suffisamment, enfin de mon point de vue, pas suffisamment pris en compte. Et je ne prétends pas du tout réparer justement ça, mais c'est juste une réflexion de ma part pour amener probablement d'autres personnes à réfléchir à le côté tragique et dramaturgique de l'œuvre de Mamri. Donc, entre-temps, moi, j'avais beaucoup travaillé. Par exemple, j'avais travaillé traduit sur un texte des Justes d'Albert Camus, que certainement tout le monde connaît. Il y a aussi la poésie de l'utopie de Jean Sénac. J'ai aussi trouvé un texte qui est fabuleux. Moi, je le conseille. C'est d'un penseur perse du XIIe siècle qui s'appelle Farid Oudinati, que j'avais découvert grâce à notre regretté Mohamed Yahya, c'est lui qui m'a fait découvrir Farid Oudinati, qui a écrit des textes extrêmement intéressants. Et la puissance de ces textes, c'est qu'ils sont valables aussi de notre époque. Et j'avais mis en scène Silhlo, une adaptation du Médecin malgré lui, que j'avais travaillé justement avec Mohamed Yahya, la farce de Maître Patelin. Et puis avec des amis de Grenoble, on a monté le Cadavre encerclé. Et en dernier lieu, on avait monté la Cité du Soleil de Mamri, qu'on a joué à Tizi Ouzou, Béjaïa, Marseille et Grenoble. Voilà un peu. Bravo, bravo. Écoute, avant d'attaquer l'œuvre de Mamri, tu es toi aussi des États-Unis, donc tu as connu Mouloud Mamri. Un mot sur l'homme, pas l'œuvre, Mouloud Mamri. Moi, j'ai eu la chance et le bonheur de l'avoir connu comme Ben, comme notre ami Ars et bien d'autres, etc. Donc, nous avons pu échanger. Nous, à l'époque, on avait une petite librairie à Fiennir et il venait souvent dans cette petite librairie, que fréquentait d'ailleurs même Ben. Il venait de temps en temps passer quelques moments avec nous. Et le souvenir que j'ai comme ça de Mamri, c'est que il y avait un café, un petit café à côté. Et il aimait tous les soirs, à peu près à partir vers 16h, 17h, jouer au domino. Et j'ai gardé le souvenir quand il avait publié Le Banquet, qui est une pièce de théâtre, donc peut-être si on a le temps, je pourrais dire aussi un mot, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dessus, qui est une pièce de théâtre, à l'inverse d'autres textes qui ne sont pas écrits sous forme de théâtre, mais Le Banquet, il est écrit. Et donc je me rappelle, il y avait une librairie à côté qui vendait des livres, et les gens sortaient pour lui demander de les dédicacer. Et lui, il tenait à dire genre le domino.
Et donc, regardez, monsieur, est-ce que vous pouvez me dédicacer? Bien sûr, il l'est posé, et le temps qu'il écrivait, il demandait aux gens, mais vous êtes triché, j'ai un œil ici, j'ai un œil ici, donc vous vont tricher. Donc, il signait la dédicace tout en entendant les pièces des dominos, et ça, c'est des souvenirs qui me sont restés à la fois de l'écrivain, de l'intellectuel et de l'homme populaire, qui était là avec les gens, ils partageaient un moment, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle quand on avait affaire à des touristes, on recevait à l'époque beaucoup de touristes qui achetaient le bouquin, quand ils m'ont dit, mais c'est un livre fabuleux, mais j'ai dit, l'auteur, il est là. Je dis, ah oui, celui-là qui joue au domino? Ah ouais, ben oui, c'est lui l'auteur. Il restait comme ça, perplexe. Donc, il venait leur faire une dédicace au moment où il jouait au domino. Enfin, c'est l'un des souvenirs... qui, après, je pourrais, si on a le temps, vous raconter, Mamri voyageait quand il était responsable ou président de l'association des écrivains algériens. Donc, de temps en temps, c'est pas quelqu'un qui nous racontait les péripéties de son voyage. Il nous racontait des petits détails comme ça, mais qui en disaient long sur les pays qu'il visitait. Donc, je me rappelle, il nous parlait à l'époque de l'Union soviétique, etc., mais à travers ses rapports avec les gens. Voilà, entre autres... à travers des anecdotes, c'est ça? Oui, je me rappelle, par exemple, je vais vous dire si je vous la livrer, parce qu'elle est à la fois... elle donne une dimension au système politique de l'époque. Il a dit, je suis allé à Moscou, il a rencontré quelqu'un qui a connu les prisons. Mais comme il écrivait, donc il m'a dit, on m'a donné pour le voir. Et le type lui raconte, Inès, un jour, j'étais dans une prison, il recevait toujours la même personne qui venait l'interroger. Est-ce que tu connais ça? Enfin, on connaît un peu les méthodes policières de ces régimes. Est-ce que tu as connu ça, etc. Est-ce que tu as la liste des personnes, etc. Les gens qui sont dans la subversion, etc. Et puis un jour, la personne, quelques semaines après, il ne le voyait plus. C'est une autre personne qui venait l'interroger. Et puis, l'autre personne qui venait l'interroger lui demandait des nouvelles, parce qu'il m'a dit, malgré qu'il me faisait des interrogatoires, elle a fini par sympathiser quand même. Dans le trajet qu'on a sympathisé, il lui dit, mais comment, Osolov, je crois qu'il s'appelle, lui dit, mais qu'est-ce qu'il devient Osolov? Il a dit, il a eu des problèmes des yeux, etc. Donc il est allé faire une chirurgie des yeux. Et quelques semaines après, ce type-là, il rapplique. Et le prisonnier lui dit, mais j'ai demandé de vos nouvelles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, lui dit, voilà. J'ai opéré un œil, mais c'était, en fait, il avait perdu l'œil en réalité, mais de manière esthétique, ils lui ont reconstitué l'œil. Et en fait, il voyait qu'avec un seul œil. Et le gars, il lui dit, avec un cynisme délirant, il lui dit, écoute, je vais te dire une chose, on va faire un pacte. Je vous dis, moi, c'est Mamri qui raconte tout ça. Hein. Et donc, il lui dit, si tu reconnais l'un des yeux, celui qui a été opéré, eh ben, je vais alléger ta peine de prison. Et le gars, il le fixe. Il lui dit, je crois que c'est celui de gauche. Il lui dit, comment tu as pu te rendre compte? Il a dit, c'est dans celui-là que j'ai vu un peu d'humanité. C'est pas mal. Ah, merci. Oui, on peut l'applaudir, effectivement. C'est une belle anecdote. Oui, il y a dans cette anecdote aussi de la tragédie, et donc dans ton livre, tu nous dis, tu nous emmènes en voyage au bout de la tragédie. Alors, pourquoi la tragédie, Mohamed? Alors, la tragédie, moi j'ai trouvé que le roman de l'œuvre de Mamri étant le même tragique, au-delà des pièces de théâtre qu'il a écrites sous forme de théâtre, je disais tout à l'heure, par exemple, comme Le Banquier, comme La Cité du Soleil, d'autres textes, comme La Meute, Hibiscus, tout ça, c'est des textes qui pouvaient être adaptés au théâtre. Et nous, le travail qu'on avait fait avec nos amis de Grenoble, on avait pris La Cité du Soleil, qui vous rappelez, qui a été publié en prologue de l'entretien avec Tahar Djaoud, qui a été publié, je crois que dans les années 86, aux éditions Boucher à Alger. La Fomique, pardon. Et donc, quand j'ai vu La Cité du Soleil, je me dis, c'est quoi ce texte de La Cité du Soleil? Donc, moi, je me suis intéressé à ce texte. Et en fait, ce texte, il date du Moyen-Âge.
Je dis, qu'est-ce qui est allé chercher Mamri? Un texte du Moyen-Âge de Giuseppe Campanella, qui était un moine italien. Et donc Mamri a traduit ce texte. Et en fait, on a appris que le texte a été écrit par ce moine en prison. Parce qu'il avait travaillé sur la modernisation des sciences théologiques. Ils lui ont dit, vous vous attaquez aux Écritures saintes et à notre Sainte Église. Ils l'ont condamné à la prison. Et c'est pendant ces années de prison qu'il écrit la Cité du Soleil. Et la Cité du Soleil, il reprend en fait un texte de Platon qui parlait de la République. Et donc la Cité du Soleil, et un jour on avait posé la question à Mamri au cours d'une conférence. Et moi j'ai repris la phrase, ils lui ont dit, mais le texte c'est quoi? Il a dit, la fabuleuse histoire de la République de Platon, c'est la République de la balance. Il a dit la République de Misène, c'était ses propres paroles. Et en fait, il avait dit la République, dans la vision de Platon, c'est une République des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Donc c'est quelque chose qui nous propulse vers même une vision moderne de la République. Et donc, Campanella, quand il écrit ce texte, donc vous avez une espèce de mise en scène qui est très tragique, parce que nous avons un peuple sur une scène, et dans le texte de Mamri, il y a beaucoup de comédiens. C'est pour ça que c'est très difficile de la mise en scène, parce que compte tenu des coûts, etc., de la gestion, on est obligé de réduire. Mais dans le texte de Mamri, il y a au moins une vingtaine de personnes sur scène. Et c'est quoi? Donc il présente un peuple qui a l'air d'être abandonné, et qui implore la venue d'un Messie pour le délivrer. Et après, il y a un moment, moi je vois dans les textes de Mamri régulièrement, il fait intervenir soit un prophète qui sort comme ça, de nulle part, pour parler au peuple. Il leur dit, mais attendez, la misère, c'est vous. Moi je suis venu vous éclairer, mais je ne suis pas en capacité de vous restituer le bonheur. Le bonheur est en vous, mais vous, il faut que vous vous débarrassez de vos chaînes. Si vous considérez que vos chaînes sont des bracelets, grand bien vous fasse. Mais ma mission à moi, c'est juste de vous éclairer. Et alors, il va comme ça, de contrée en contrée, il parle aux gens. Et à un moment, il se rend compte que les gens ne le suivent pas. Ils ne faisaient pas attention à ce qu'il disait, parce qu'il était habillé en lambeaux, il n'était pas tellement présentable, etc. Et de temps en temps, il y avait des officiers qui passaient et lui disaient, vous écoutez un illuminé, alors que nous, on est là pour travailler pour votre bonheur. Et donc le Messie se rend compte qu'il n'est pas écouté, il ramène un singe. Et je n'ai pas compris la présence du singe sur l'épaule pour parler aux gens. Et le Messie, à un moment, il se rendait compte que les gens faisaient plus attention au singe qui faisait des grimaces, plutôt qu'à ce qu'il disait. Et il disait, mais pourquoi vous ne m'écoutez pas? Il disait, toi, ça fait des années que tu nous parles de vérité. La vérité, mais on la cherche, on ne la trouve pas. Elle a dit, mais la vérité, l'important, ce n'est pas de la trouver. L'important, c'est de continuer à la chercher. Et à un moment, le peuple était fatigué, ils vont livrer le Messie aux militaires. Et puis, à la fin, il va dire, peuple, pourquoi m'abandonnez-vous? Moi qui est venu me délivrer. Et il nous montre une séquence de dialogue entre les gens du peuple. Il disait, mais regardez, il trouble notre belle cité. Et les militaires qui viennent le chercher lui disent, comment pouvez-vous écouter un illuminé alors que nous, nuit et jour, on travaille pour faire votre bonheur. Donc voilà la séquence. On passe d'une séquence d'écriture littéraire à une situation de tragie dramatique. Voilà un peu le contenu de la pièce. Très bien. Alors, ton livre paru aux éditions Tefet est intéressant parce que tu arrives quand même à synthétiser l'œuvre de Mamri à travers son théâtre, à travers ses romans aussi. Donc, tu nous parles de ses romans et tu termines par La Traversée. Est-ce qu'on peut dire que La Traversée est une forme de testament de Mouloud Mamri? Moi, honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, on a parti cher Youssef,
Moi, j'ai lu La Traversée, comme sans doute tous nos chers auditeurs là qui nous écoutent. Moi, La Traversée, je l'ai relu. Quand je l'ai relu, j'ai trouvé que c'était un roman bouleversant. Bouleversant dans le sens prémonitoire, dans le sens où moi, ça m'a éloigné de toute l'idée, personnellement, de ce que je pensais de Mamri. Parce que Mamri, jusqu'ici, on l'avait limité à son action, son engagement en faveur de la culture de Mazir, quand il a formalisé la grammaire, etc., tous ces travaux, qui, je veux dire, c'est aussi des travaux très, très importants. Mais en même temps, on a un petit peu sous-estimé ou évacué son rôle de penseur. Et moi, dans La Traversée, j'ai trouvé dans Mamri un prémonitoire sur pas mal de choses. Mamri, dans La Traversée, pose les problèmes. Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, pose le devenir de la société. La caravane, La Traversée, c'était une caravane qui partait du nord de l'Algérie vers le sud, faire un reportage sur les richesses pétrolières. Donc il met en exergue. Et dans cette caravane, donc il imagine une voiture, évidemment, il y avait 4 ou 5 personnes, et dans cette voiture, il y avait tout. Il y avait toutes les tendances qui étaient là, en exergue, en 1962, et il se posait à travers des dialogues auxquels on ne peut pas prêter attention, tout le devenir de ce pays. Et il avait mis une femme, ou 2 femmes, il y avait un islamiste, en l'occurrence Bouadam, et les dialogues entre ces caravaniers portaient précisément sur l'avenir du pays, mais posés en termes littéraires, pas en termes de dialogue politique, etc. Et on voit dans La Traversée tout passer, les engagements des uns et des autres, les hésitations des uns et des autres, l'avenir, comment il était dessiné. Il faisait parler Boualem qui voyait dans l'indépendance naissante le moment de mettre en pratique une révolution qui mettrait le monde musulman enfin débarrassé de toutes ces illuminés de justice sociale, d'égalité homme-femme, et où ne pouvait régner que la parole de Dieu. Et c'est Mamri qui parle. Donc moi j'ai repris, et c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que finalement La Traversée, elle se termine de manière tragique? Ça rappelle une autre question à laquelle moi j'ai pas la réponse. Ce qu'il faut savoir, parce que souvent les gens nous disent, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pessimisme qui plane à la fin de l'œuvre de Mamri, de cette traversée? Au fait, moi, les écrivains, les penseurs, ils ne sont pas là pour nous résoudre les problèmes. Ils posent les problèmes. Ce sont des éclaireurs, ce sont des sentinelles qui nous disent, voilà comment on aperçoit les choses. Et quand vous voyez dans les textes de Mamri, quand il faisait parler, par exemple, Boualem, avec ses caravaniers, et quand il avait des difficultés, le soir, il partait rejoindre ses coéquipiers, c'est-à-dire dans des garages au fond, on rejoindrait un certain Djemal qui est un illuminé islamiste, qu'on a rappelé, Mamri appelé le Kérot, parce qu'il aurait fait ses études à l'université d'Azhar. Lui, il disait, de toute façon, le Dieu ne pouvait pas nous abandonner, un jour, sa sentence viendra. On chassera les femmes de l'espace public. Il y avait un qui proposait de badigeonner les jambes des filles à l'époque. L'autre avait proposé de mettre des pitons avec des genres d'aiguilles pour frapper les femmes. Et ça, c'est dans La Traversée. Moi, j'invente rien. Et je me dis, il y a une dimension tragique dans cette œuvre. On voyait justement les rêves démocratiques en la personne de Mourad, qui viendra mourir sur les dalles de Tasga. Il retourne de La Traversée, il retourne et retrouve tous ses compères de la colline oubliée, qu'il retrouve comme par magie au bout de La Traversée. Voilà un peu... Très bien, merci Mohamed. Si tu veux bien, on va donner la parole à la salle pour des questions, des remarques. L'idéal, c'est que les questions et les remarques soient concises et brèves, mais ça, c'est l'idéal. Alors, la parole est à vous. Qui commence? Kada. Oui. Bonjour et merci pour cet exposé. Voilà, je voudrais savoir si
les pièces de théâtre écrites de Mamri se rapprochent de l'oralité kabyle? Ou est-ce qu'elles sont inscrites dans les normes académiques universelles? Et le kabyle, il est universel aussi. Mais je voudrais savoir si ça se rapproche à l'oralité. Lui qui a travaillé sur le grand poète Cher Mohamed. Oui, absolument. Merci. Merci pour la question parce qu'elle nous ramène précisément au cœur de ce que j'avais évoqué moi dans le bouquin, à savoir la dimension tragique et dramatique dans l'œuvre de Mamri. Et précisément, moi qui a fait les pièces de théâtre que j'ai pu monter, je précise juste que parmi les comédiens et les comédiennes, on a toujours pris une partie de comédiens et comédiennes françaises et les autres venaient de Béjaïa ou de Tizi Ouzou. Donc comme ça qu'on a pu travailler, et certains comédiennes de Grenoble avaient même été obligés d'apprendre, ils ont fait l'effort d'apprendre certaines phrases en kabyle. Donc pour en revenir à la question de notre ami, effectivement en Kabylie on a une tradition de poètes, de troubadours qui va permettre précisément l'émergence d'un théâtre dit moderne. Sauf qu'on est passé d'un théâtre, disons, de bouffonnerie, de divertissement, un théâtre de texte. Et là, moi, je rends toujours hommage au travail, parce que Mamri nous a laissé des textes, mais au travail qu'avait fait Mohamedou Yahya, qui a su traduire dans une langue limpide, dans une langue accessible, permettre à tous les jeunes, et je me rappelle dans les années à partir des années 87, 88, etc., 90, énormément de troupes de théâtre en Kabylie et probablement ici dans l'immigration, et qui prenaient le mérite de Mohamedou Yahya, c'est d'avoir permis la mise à disposition de textes intelligemment bien travaillés et surtout qui facilitaient la mise en scène, parce qu'on n'avait pas vraiment des metteurs en scène qui sortaient des grandes écoles et tout ça. Et donc c'est judicieusement bien travaillé dans des mises en scène qui privilégient le texte, les répliques, les dialogues, la musique et les chants. Quant au décor et les costumes, il était réduit au strict minimum. Et là, Mohamedou Yahya va jouer un considérable dans l'avènement d'un théâtre moderne, d'un théâtre dit de texte, où la dimension, évidemment, ça comme vous le savez tous, la dimension identitaire avait pris vraiment le pas, comme par exemple, moi je vous parle, moi j'ai monté par exemple avec Sinistré, qui est une pièce du Moyen-Âge, qu'on rendrait la puissance de ce texte, qui montre une société qui est complètement coupée de ses racines, à la fois très comique et tragique, parce que vous voyez un avocat, c'est-à-dire, etc., parce qu'il mettait en avant le fait que dans une société, on est obligé, c'est-à-dire vous avez un procureur qui est kabyle, un juge qui est kabyle, l'accusé qui est kabyle, mais on va faire un traducteur. Parce que Moahia a appelé c'est-à-dire, il s'appelle c'est-à-dire, et donc dans une espèce de réplique à mi-chemin entre la tragédie et la comédie, mais on mettra en exergue le drame d'une société qui est privée de sa source naturelle, c'est-à-dire sa langue. Elle ne peut pas s'exprimer dans sa langue. Et donc dans Sinistré, il traduit un personnage qui est complètement paumé par le fait qu'il a perdu sa langue, son identité, son histoire. Voilà un peu le... Très bien. Asdi. Merci monsieur, merci pour vous monsieur. En fait, j'ai une question sur un texte précis, c'est-à-dire on sait que Mamri a été l'auteur de pièces de théâtre, notamment le Fun, le Banquet, La Cité du Soleil. Et moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est son premier roman, La Colline oubliée. Quand on prend La Colline oubliée, il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé, c'est que c'est l'un des rares auteurs qui présente les personnages. On dirait même c'est du théâtre. Généralement, ça se passe dans l'écriture théâtrale, on présente les personnages. Moi, ma question, je sais que Mamri est latiniste et helléniste, donc oui. Je ne sais pas, est-ce que son intérêt pour la tragédie, c'est-à-dire au-delà du fait que notre histoire aussi a été tragique, est-ce qu'il n'a pas été marqué par ses lectures, notamment des tragiques faites, ou bien beaucoup plus anciens. Donc ça c'est
C'était juste c'était la question par rapport à la colline oubliée, parce que je sais pas, je connais très peu d'auteurs qui ont écrit des romans qui présentent donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, en fait, il y a de cela quelques années, à peu près, je sais pas, 20 ans, peut-être 15 ou 16 ans, j'avais rencontré Etienne, un des cousins de Mamri, lors d'un échange. Il m'avait dit que quand il était jeune, il avait écrit justement une pièce en kabyle, Etienne. Comment moi j'ai jamais trouvé de trace écrite sur ça, donc je sais pas, quand vous êtes du coin, vous intéressez à la question, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a eu ce texte ou bien est-ce que vous le connaissez. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Non, moi, c'est-à-dire que Mamri, de toute façon, il le dit. Il le dit parce qu'il dit qu'il était admirateur des grands classiques hellénistes, et notamment de la tragédie antique et des dramaturges disons, français à partir du XVIIe siècle, etc. Et Mamri aime les rappelle sa première lecture au collège d'un texte de Racine. Et ça, c'est lui qui dit. Il avouait, ça je cite, s'il n'avait pas compris toute la trame, il sentait que ce penchant pour ce genre littéraire correspondait bien à quelque chose de profond en lui-même. Donc, effectivement, il a été beaucoup influencé. Il faut savoir que Mamri était aussi professeur de grec. Il a enseigné le grec. Et du coup, il a été très influencé. Et c'est pour ça qu'il parle de Sophocle, il parle de Racine, il parle de tous ces gens-là qui l'ont influencé aussi bien dans la dramaturgie. Et un jour, il a déclaré même qu'il regrettait de ne pas avoir suffisamment travaillé le théâtre, parce qu'il considérait que c'est le théâtre qui permettait de restituer mieux des situations très ambiguës que le roman peut-être a du mal à traduire, ou que du mal à pouvait traduire que pour une certaine forme élitiste, disons entre guillemets. Alors cette influence de la dramaturgie racienne va progressivement s'imprimer dans l'œuvre de Malmi et va s'affirmer dans la dualité autant que dans la représentation des lieux. Quand il parle par exemple des hauteurs, vous citez la colline oubliée, vous imaginez déjà par le nombre de personnes, par la manière, la densité de l'écriture, les allées et venues entre le dedans et l'extérieur. Vous voyez par exemple, les personnages de Malmi ne sont jamais figés. Il y a tout le temps des mouvements, il y a une espèce de bascule vers le retour au village. Ça, c'est un mystère, moi j'ai ma propre explication, mais on trouvera aussi cette proximité avec l'écriture de Racine dans la répartition de la structure temporelle, par exemple le mythique, la projection historique, et moi j'ai comparé par exemple l'exemple de Bérénice, qui est une pièce de Racine qui est la plus connue, avec celle de la Cité du Soleil. En réalité, si on regarde bien, la tragédie elle est omniprésente dans l'œuvre de Mamri. Puisque même des amis à moi j'ai pas travaillé dessus, ont monté aussi la colline oubliée, qui est aussi pour eux une écriture tragique. Et tous ceux qui ont lu par exemple la colline oubliée voient par exemple que Mamri, ce que lui ont reproché, ces détracteurs, vous vous rappelez tous de cette polémique à la publication de son roman La colline oubliée, qui lui ont dit les figés dans son village, qui ne s'intéresserait pas à l'Algérie, que l'Algérie était bouillonnante de sa révolution, et que Mamri ne parle que de son village et tout ça. Moi je me suis intéressé, notre ami Hamid Saadi a travaillé la question, elle avait même publié 2 ouvrages. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout vrai. Mamri, il n'enferme pas ses personnages, ses allées-venues entre le nord et le sud, et même dans la colline oubliée, les déflagrations qui allaient secouer l'Europe, il en parlait. Ça veut dire que les gens du village, à travers les allées-venues, à travers les lectures de journaux, étaient imprimés dans cette démarche d'universalité que Mamri entend accrocher à son village. Donc il y a une dimension tragique effectivement dans l'œuvre. Je vous lis juste un petit texte si tu permets, cher Youssef. Dans la colline oubliée, quand il dit, quand Bokral monte vers le Djurdjura, il fait ce texte qui est pour moi fabuleux. C'est l'hommage de Mennesh Amqaran. Reste-toi, dit-il. Tu n'es pas tout à fait le vaincu, puisque tu es parti en combattant avec les honneurs de la guerre. De nous tous, c'est encore toi qui as eu la meilleure fin. Une vie commencée à Thassas ne pouvait se terminer qu'à Kouidal. Et toi seul as eu assez de force pour monter jusqu'au côte. Donc c'est à la fois tragique, donc c'est une écriture tragique ça, et à la fois bouleversant.
quand et tous les textes de Mamri, moi j'ai repris un texte, je vous le cache pas, quand j'avais fait comme ça un café littéraire à Marseille, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai jamais vu ce texte. Le texte que Mamri a écrit, il a écrit dans le cadre d'un petit, ce qu'il a appelé la meute. Il a publié plusieurs textes dans Escale, qui a été publié dans les années par Denal, qui a été réédité par les éditions La Découverte dans les années 90. Quand il parlait de la fête au lendemain de l'indépendance, donc il disait, dans son texte, là, évoque ces moments historiques de fraternité, de sentiment, de fierté retrouvée, de souffle de liberté, mais tempéré par une impression d'inquiétude et d'angoisse. Ça veut dire qu'il y a une dimension de visionnaire chez cet homme-là. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. Et Mamri ne fait pas de déclaration, il l'écrit quand il a une pensée. L'ALN, Armée de Libération Nationale, il est hier uni face à l'occupant, se déchire face aux appétits de pouvoir. Le jeu était absurde et le peuple était désemparé. Comme il ne savait pas le dire avec les mots, le peuple imaginait de le dire avec son corps. Vous vous rappelez bien de ce qui s'est passé. Donc les gens disaient, la fameuse phrase Bassine Barakat quand on voit les juifs. Et Mamri a fait un texte quand il voyait les gens défiler avec des drapeaux pendant 3 nuits et 3 jours. Les gens défilaient, chantaient, fêtaient la victoire, le sentiment de fierté retrouvée, de fraternité. Et donc, il y a un moment, il y a quelqu'un qui vient et il fait apparaître tout le temps quelqu'un, une espèce de prophète qui apparaît au milieu de la foule. Il leur dit, à partir de demain, vous êtes des hommes libres. De tous les points d'Algérie, par procession folle, par caravane lente, il s'était porté vers Alger. Pendant 3 jours et 3 nuits, la ville devient un véritable caravansérail. C'était plus beau qu'au théâtre, mais seuls quelques responsables du FLN allaient d'un bout à l'autre de la ville. Et curieusement, ils avaient l'air affairés et se mêlaient rarement aux danseurs. Quelques-uns portaient encore comme hier leurs mitraillettes. Ils étaient les seuls à y tramer, les autres ils se contentaient de danser, de chanter. Ils portaient leurs mitraillettes en bandoulière. Plus tard, les responsables du parti invitèrent les danseurs à rentrer chez eux. Le temps de la danse est maintenant terminé. Maintenant, nous allons bâtir l'Algérie nouvelle. C'est le gars du FLN qui parle. Et puis le prophète s'approche et lui dit, est-ce que c'est celle des hommes libres? Alors lui, il lui répond, pardon. Non, il lui dit, ce sont l'Algérie organisée. Et le prophète il réplique, il lui dit, est-ce qu'on pourrait être en même temps organisé et libre? Ah, il lui dit, ça c'est des phrases subversives. Voyez, c'est ce type d'homme qu'il va falloir dorénavant surveiller. Et si vous en voyez, dénoncez-les à l'organisation. Et à un moment, on chercha le prophète, mais il avait disparu. Et ça, c'est dans le texte La Meute de Mamri. Et cette pièce de théâtre en kabyle, alors, est-ce qu'elle a existé? Asdine a posé une deuxième question. Ben, moi, mes connaissances que j'ai, c'est qu'elle a pu être mise en scène par une troupe d'Ifrahounen, mais moi, je ne l'ai pas vue en scène. J'ai vu des répétitions, mais je ne l'ai pas vue en scène. Très bien. D'autres questions? Bienvenue au café littéraire de l'impondérable, un café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Mamri, cette figure lumineuse, emblématique. Alors, quel est, d'après vous, l'héritage de Mamri? Et une deuxième question, je pense qu'il aurait pu écrire beaucoup plus et publier beaucoup plus. À votre avis, qu'est-ce qui l'en a empêché? Alors, l'héritage de Mamri, je pense que je ne pourrais que donner mon avis. Je n'ai pas la prétention de dire... Après, l'héritage, mon avis, moi, tous ces gens qui ont travaillé comme Mamri et comme tant d'autres, l'héritage, c'est ce que nous en ferons, nous.
lui, il a bien rempli sa vie. Il a écrit la preuve, même la mort, il l'a appelé au retour du travail. Il est parti faire un colloque à Oujda et au retour, il a rendez-vous avec la mort. Donc jusqu'au dernier souffle de sa vie, il a travaillé. Ce que je sais que de Mamri, comme sans doute d'autres personnes, c'est que c'est quelqu'un qui est hanté par la disparition de la langue et de la culture berbère. À l'instar d'autres cultures et civilisations, la nôtre, c'est un miracle qu'elle a survécu. Et dans le banquet, les gens parlent souvent de la mort absurde des Aztèques. On oublie souvent que la mort absurde des Aztèques, c'est juste un texte de préambule au banquet, qui est une pièce de théâtre. Quand vous prenez le banquet, c'est une pièce de près de 400 pages que Mamri a été obligé de réduire pour les exigences des maisons d'édition. Mais le texte de la mort absurde des Aztèques, c'est un texte qu'il a écrit. Par contre, le banquet est une pièce de théâtre, donc c'est deux choses différentes. Donc le texte, la mort absurde des Aztèques, est un texte de présentation. Et ce qui m'a surpris, pour rejoindre un peu votre question, c'est que j'ai rarement vu Mamri, tel qu'on le connaît, alors je peux dire un mot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous a habitués à des langages tempérés, mesurés, etc. Et dans le texte de la mort absurde des Aztèques, je peux vous dire que il était assez violent. Violent pas dans le sens où il s'en prend à des personnes, mais par exemple, il dénonce la campagne des civilisations, disons, modernes pour écraser et démanteler tout ce qu'ils appellent les civilisations, les cultures orales, etc. Et donc, moi, j'ai trouvé quand même ce texte est d'une violence, mais par exemple, je vous le dis, parce que les gens pensent que nous, on est... Dans son texte d'introduction, Mamri, qui nous a pourtant habitués à des temps plus nuancés, va se livrer à une charge virulente contre cette volonté quasi obsessionnelle des puissances coloniales et des expéditions religieuses d'en finir avec les civilisations indiennes, africaines, amérindiennes, de se soumettre au nouvel ordre religieux et civilisationnel ou de disparaître. C'est-à-dire, on ne vous laisse pas le choix. Donc, quand il fait parler les soldats de Cortés, l'Espagnol, qui a dirigé l'expédition espagnole, il lui dit, nous, c'est Dieu qui nous a envoyés. Donc, vos croyances païennes, tout ça, vous croyez à des pères, tout ça, c'est dépassé. Donc, nous, même en vous tuant, on vous promet le paradis. Donc, nous avons, Mamri disait, on était guidé par un Dieu, mais un Dieu dévastateur. C'est Mamri qui l'écrit. Et dans son texte, Mamri, regardez ce qu'il écrit. L'angoisse renaissait à chaque homme. Parce qu'à chaque homme, les hommes n'avaient plus que le sursis d'un jour. Là, il parlait des Mexicains, des Aztèques. L'Est, habituellement à l'Est, on attendait la levée de la lumière, le lever du jour. Mais c'était le lieu des angoisses aztèques. À l'Est, chaque jour se jouait le drame du monde et de sa survie, tout conjuré à la tragédie de ce peuple. Donc vous vous rendez compte que... Et il disait, cette expédition, c'est la version nue d'une tragédie devenue planétaire, de la rigueur géométrique, de la mort absurde des Aztèques, un monde qui s'accepte condamné en face d'un monde qui pense investi par Dieu. Une vraie expérience de laboratoire. Il suffit de n'importe lequel des chroniqueurs du temps, de Bernal Diaz par exemple, fidèle compagnon de Cortés qui commandait les troupes espagnoles, ont subi comme un choc insoutenable cette avancée régulière et implacable de l'événement, le déroulement d'une mécanique absurde. Ce n'est pas une guerre, c'est une marche funèbre. Donc, vous vous rendez compte de... Mamri disait, il y a deux choses. Il disait une volonté quasi obsessionnelle des puissances, à la fois pour des idéologies religieuses, c'était parce qu'il y a eu des conquêtes au nom d'une religion, au nom de la foi chrétienne, au nom de la conquête des territoires, tout simplement. Mais Mamri disait aussi une chose dans le banquet. Il disait,
Si les Aztèques ont disparu, ce n'est pas seulement par la puissance des Espagnols, c'est parce qu'ils avaient aussi leur faute. Et c'est ça, je veux dire, l'interpellation de Mamri. Pour nous, on a parlé du legs de Mamri. Il nous interpelle en nous disant, si un peuple disparaît, c'est pas uniquement par la puissance de l'adversaire, c'est parce que nous avons décidé aussi de mourir. Quand nous avons cessé d'avoir de la mémoire, on devient tout autant fragile face à n'importe quel adversaire. Et il disait que les Maoris en Nouvelle-Zélande n'ont pas disparu par la présence uniquement ou le forcing des jésuites, c'est parce qu'ils ont perdu la mémoire de ce qu'ils étaient. Et si nous, je veux dire, imaginons, nous avons pu justement survivre à tant de domination, c'est parce qu'il y a une mémoire qui a été plus ou moins préservée, transmise de génération en génération, et c'est ça qui fait opposer, parce qu'il disait aux envahisseurs, si on n'a pas les moyens de s'opposer avec les armes, on peut s'opposer par la mémoire et par la culture. Voilà un peu ce que je voulais dire, évidemment, c'est un débat qui nous renvoie là, qui nous renvoie très loin en termes d'héritage. D'accord. Ben. La deuxième Voilà, oui, et aurait-il pu écrire plus? Oui, oui, je ne voulais pas trop m'attarder. Ce que je voulais, oui, certainement. Moi, quand j'ai lu tout ce qu'il a écrit, moi je pense qu'il était navré de ne pas avoir écrit davantage. Mais je pense que le fait que Mamri, il était sur plusieurs fronts. Moi, je le voyais les dernières années, il était épuisé. Il était épuisé pour deux choses. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, quelqu'un qui avait sa plume, sa table, face à la puissance des États. Vous vous rendez compte que le combat est inégal. Comment avec votre stylo, avec votre plume, vous allez faire face et dire que nous avons existé depuis 3000 ans, et en face vous avez un pouvoir autoritaire qui a tous les attributs de l'État, et vous dites, mais non, vous existez, c'est juste si vous existez à partir du 7e siècle, tout ce qui est avant, on n'en parle pas. Et donc, Mamri était traumatisé à l'idée de pouvoir que demain, tout ça, d'ailleurs, par exemple, vous prenez Poème Kabyle ancien, il le disait, chaque jour, des centaines de poèmes disparaissent. Et ça, je pense que Ben peut dire aussi que c'est son domaine plus que moi. Et donc, Mamri disait, maintenant, le combat, ça doit être le nôtre. Imaginez-vous, chaque jeune, chaque universitaire, etc., pouvait s'occuper d'un domaine et tout ça, recueillir les poèmes. Par exemple, quand il a publié l'édit de Cheikh Mohamed, pourquoi il a écrit ce texte? C'est pas parce que dans une espèce de réflexe passiviste pour dire que les gens d'avant vivaient mieux, pas du tout. Parce que Mamri était persuadé qu'à travers ces dits-là, à travers nos traditions, nos coutumes, nos façons d'organiser notre société, de penser notre société, on avait un modèle social. Et c'est ce modèle-là qu'il fallait préserver. Moi, je l'ai souligné dans... je veux dire, moi, je ne suis pas d'accord de se gargariser à longueur de journée de contre-vérité, ni de faire dans l'autoflagellation, de dire nous on va disparaître, etc. On va juste dresser un mur de lamentation et puis un tsruf zaharna. Non, moi je pense que nous avons, après le tout, et je pense que c'était quelqu'un qui avait dit, nous avons un legs. La question, enfin de mon point de vue, qu'est-ce que nous allons en faire, je veux dire, de ce capital demain, qu'est-ce que nous pouvons faire de ce legs? Moi je suis fier de dire par exemple, que nous avons, je l'ai écrit, tu as fait attention, tu l'avais bien dit, Youssef. L'Anaya, nous l'avons inventé, le droit d'asile, le mishmel, le sens du bien commun. Aujourd'hui, il est dans tous les forums de discussion de philosophie. C'est quoi le bien commun qui est en train de disparaître parce que par l'émergence de l'individualisme. Et nous avons, enfin, nos aïeux ont pensé ces questions-là. Après, moi, ce qui m'interpelle, ce n'est pas de se figer dans une espèce d'identité flagellée autour de soi, mais de faire, et c'est le message de Mamri, comment, et je termine par là pour laisser la parole à Ben, et je pense que le défi
que nous a laissé Mamri, ce n'est pas des moindres, c'est de dire la chose suivante, comment on peut aller vers les autres? Il a dit, nous ne pouvons pas vivre en marge de l'humanité. C'est le meilleur moyen de disparaître. Il a toujours alerté sur les ghettos, de dire il faut aller vers les autres, mais en allant avec nous-mêmes, avec ce que nous pouvons apporter à cet édifice commun qui est l'humanité. Et puis nous, on participe à cet édifice commun. Donc il nous a légué une richesse, un patrimoine, une histoire, des traditions. Et qu'est-ce que nous pouvons aussi de ce capital-là, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour être à la fois une société moderne, mais qui n'oublie pas d'où elle vient. C'est vrai que c'est un dilemme. Ben. Oui, mais, merci Mohamed, surtout de continuer à porter la parole de Del Mouloud, parce que il nous a laissé un legs très important, mais malheureusement qui reste méconnu. Beaucoup de gens parlent de Mamri, mais beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Et lu comme il se doit. Tu avais dit tout à l'heure qu'en relisant le dernier roman, La traversée de Del Mouloud, ça t'a permis de redécouvrir la profondeur des idées de Del Mouloud que tu ne voyais pas auparavant. Et malheureusement, il y a d'autres aussi textes. Il y a un texte qui est parfaitement inconnu. Alors je ne sais pas s'il a été fait avant ou après, mais c'est L'Aube des damnés, le texte du film L'Aube des damnés sur les indépendances, et qui est dans le même souffle que les damnés de la terre. Pour moi, je ne sais pas qui a été écrit avant. Non, pas la traversée, L'Aube des damnés. Hein? L'Aube des damnés, c'est... Non, par rapport à Damnés de la terre. Oui, le commentaire au film de Rachdi. Oui. Voilà. Oui. La liberté n'est pas la libération. Oui. Oui. Il a été écrit avant la traversée, je pense. Non, je ne parle pas de la traversée. Je parle des damnés de la terre avec de Fanon. Fanon a écrit avant. Voilà, bon. Donc c'était le même souffle pour moi. Oui. Voilà. Mais L'Aube des damnés, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit. Le film a apparu après l'indépendance, mais... Non, en fait, Abel, moi je pense que L'Aube des damnés est un film. Oui. Le texte est de Mamri, oui. Mais il a été lu dans le film par Charles Denner. Oui. C'était 72, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Ah non, c'est avant. Sanguineville m'a raconté la genèse de ces années-là. Ben, tu peux lui donner le micro, Ben, s'il te plaît. Donne le micro à Farid. Vas-y, Farid. C'est Nasreddin Ghenifi qui m'avait raconté un peu la genèse de ce film, le documentaire L'Aube des damnés. C'était une pièce de théâtre d'une écriture collective qui a été donc reprise pour le cinéma par Ahmed Rachdi et qui a sollicité le commentaire de Mouloud Mamri. Voilà donc À cause des damnés qui existent dans les deux titres, et même le sujet qui porte sur la décolonisation. Voilà, c'est ça le lien que j'ai établi. Bon, autre chose, pour le premier anniversaire de sa mort, toujours à propos de l'héritage, pour le premier anniversaire de son décès, on avait une association à Alger qui s'appelait Thala, et on s'était réunis pour discuter de la façon dont on devait lui rendre hommage. Et
c'est là que j'avais proposé, j'ai dit, bon, la meilleure façon de rendre hommage à Del Mouloud, c'est de faire connaître ses idées. Et c'est là que j'ai proposé à ce qu'on réunisse le maximum de textes publiés aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, parce qu'il avait publié au Maroc, il avait publié en France, et même je crois en Belgique, etc. Donc qu'on réunisse le maximum de textes et les réunir dans un volume. Et c'est là qu'on avait publié la culture savante, etc. Bon, culture vécue, culture savante. Et par la suite, il y a eu Boussad Berichi qui a fait un travail plus poussé, un travail beaucoup plus élaboré, où il a eu plus de temps pour faire des recherches, pour aller se déplacer dans des bibliothèques, etc. Et puis avec l'accord de ses enfants, de toute façon, pour l'accord de ses enfants, on les a eu même nous, voilà. Ils nous ont donné ce qu'ils avaient sous la main, mais il fallait publier rapidement pour que ça respecte les délais de l'hommage. Alors, Boussad Berichi a publié 2 volumes. Hein? Oui, je sais, il m'a appelé. Alors, il a publié 2 volumes, des textes encore plus riches, où il a intégré même des conférences, des émissions radio qu'il avait fait avec la chaîne Kabyle, avec Boukhalifa, Gerfi, etc. Et j'ai été très touché de découvrir qu'il a réussi à avoir le texte d'une conférence à laquelle on avait participé à 4 à Michelet, le Hammam. Il y avait évidemment Del Mouloud, il y avait Tahar Jaoud, Tahar Siddiq et moi. On était les 4 à la tribune. Et Del Mouloud avait fait, c'était l'inauguration de l'association Simhan Doumhand. Et Del Mouloud avait parlé de Simhan Doumhand. Et je me rappellerai toujours de son regard quand on avait terminé, on s'est retrouvés comme ça côte à côte, et je voyais ses yeux pétiller avec mes... Et il me dit, tu te rends compte, c'est la première fois que j'ai pu faire une conférence dans ma langue et dans mon pays. C'était un truc qui l'avait vraiment bouleversé. C'est l'une des images qui me reste de lui, comme ça. Voilà, donc ces 2 ouvrages-là, malheureusement, ils ont été édités par le CNRPH, l'ancien CRAP, mais on ne les trouve pas partout dans le commerce. Il faut aller les acheter au CRAP, au CNRPH. C'est dommage parce que, d'après le directeur, il m'a dit, j'ai pas le droit de faire du commerce, etc. Mais à partir du moment où il édite, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas vendre. Voilà. C'est pour vous dire, l'héritage, c'est celui-là. Tous les textes qu'il a écrits depuis. Alors, pour le premier texte, c'est depuis 1938, le premier texte publié au Maroc, dans une revue marocaine. Mais dans les 2 volumes de Boussad, ce texte a été retiré, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est une autre histoire, mais il y a beaucoup d'autres textes.
Donc pour accéder à la pensée de Mamri, qui a beaucoup à nous apprendre sur la recherche, sur les valeurs de notre identité, etc. C'est là qu'il faut aller puiser, et pas dans des discours de politiciens et de farfelus. Voilà. Merci Ben. Alors notre ami Berichi sera mon invité le 6 juillet. Voilà. Donc moi je lui ai proposé justement de voir la possibilité de publier son travail ici en France chez un éditeur pour que les gens aient la possibilité de les parcourir et même les chercheurs de les consulter. Voilà. Même les publier comme auteur, on va avoir des amis à réussir. Oui, mais il m'a dit, j'ai discuté avec lui il y a 3 jours, il m'a dit qu'il fallait quand même la permission de la famille, mais je pense que c'est pas un problème. Je pense que c'est pas un problème. L'idéal, c'est qu'il trouve un éditeur assez présent, on va dire, pour qu'il y ait quand même une bonne diffusion de ses écrits. Voilà. Je t'en prie. Et bien sinon, on va passer à la dédicace. Si Rabah n'a rien à nous dire. Tu n'as rien à nous dire aujourd'hui, Rabah? Je bois vos paroles, moi. Je suis Est-ce qu'on a oublié? Vas-y, pour terminer. Pour en revenir à la traversée, pour rejoindre un peu ce qu'a dit Ben, je pense, j'invite déjà les gens à relire, même si on l'a déjà lu, les œuvres qui existent. C'est vrai qu'il y a certaines œuvres, on a des difficultés à les avoir. Après, moi, par rapport à ce qu'il a écrit, plus je relis, avec le temps, avec l'âge, avec la conjoncture n'étant plus la même de ce qu'elle a été il y a 20 ans, 30 ans, je retrouve des choses extraordinaires. Moi, je vous lis une phrase qu'il a écrite dans la traversée. Et à un moment, déjà on imagine, la traversée c'était quoi? Du nord au sud, pour un reportage. Donc il met en exergue la puissance, la richesse de ce pays. Dans la caravane, il y a de tout. Donc il y a tous les clivages politiques, les tendances politiques. En fait, la caravane, pour moi, enfin, c'est une image, c'est l'Algérie. Et la traversée, c'est le temps de la réflexion. Donc pendant la traversée, ils étaient tous d'accord, c'était après l'oasis. Parce qu'il fallait chercher l'eau. Après l'oasis, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire de ce pays? Enfin, l'oasis, c'est l'indépendance. Et à la fin, Mamri disait, il y a toujours une pointe d'ironie, mais je veux dire une ironie un peu dramatique aussi. Il disait, on avait peur de perdre la caravane de vue. Dans le désert, il suffit qu'il y ait un vent de sable, et la caravane est perdue souvent de vue. Elle a hâté le pas pour garder le contact. Horrifiée à la pensée qu'elle restera orpheline d'eux. Si jamais on perd les héros au lendemain de l'indépendance, et puis se pose la question. Et Mamri mettait toujours en exergue les avis des uns et des autres. Il y a certains qui disaient que ce n'était pas très important, mais les plus malins disaient qu'il suffirait d'abandonner les héros au piège féroce de la paix. Les politiques, par contre, disaient qu'il fallait encenser les héros, les couvrir de bijoux, et aussi, car sait-on jamais, où la nostalgie de l'héroïsme peut conduire le héros. Voilà. Eh bien, Kada, oui. Je m'excuse, mais je voudrais témoigner d'une chose. Même si mon témoignage ne peut pas être ni étayé, ni confirmé. Je vous l'ai dit, si vous voulez me croire, il faut me croire. Sinon, ça sera une minute perdue pour tout le monde. Voilà. En 1997, j'ai été dans un village où je suis resté 9 mois. Ce village s'appelle Idiles, au cœur du Hogar. Et c'est là où naissent les amis locales, Touareg. Pourquoi je le dis? Je n'ai pas cherché à le savoir. J'ai rencontré des personnes physiques
au moins une vingtaine qui ont connu Mouloud Mamri. C'est pour dire la dimension de Mouloud Mamri que ceux qui veulent lui donner un statut régional ou communal ou de bourg, que ce monsieur a été chercher sa culture à 2000 km de chez lui. Et ça me suffit de vous le dire. Je vous remercie, monsieur. Vous m'avez impressionné. Merci beaucoup, cher ami. Et pour rajouter, pour dire que c'est une très bonne chose, nous n'avons pas perdu une minute, au contraire, tu nous as... Merci Kada, merci pour ton témoignage émouvant. Kada est notre ami Chaoui de Molbouagui, un fidèle du café littéraire, un militant, un universitaire, un artiste aussi. C'est moi qui te remercie pour Je nous t'en prie, avoir je t'en prie, Kada. des gens très intéressants. Juste, je donne après la parole, je crois qu'Ashra a demandé la parole. Ashra veut parler? Oui, Ashra veut parler. Juste pour dire que dans la traversée, il y a tout un passage qui est consacré à Ifouras, une tribu des Touaregs, où il raconte une scène dans la tribu qui est assez terrible, comme c'est pas moi elle est liée dans mon livre, mais moi je ne fais que rapporter les propos que j'ai retirés de la traversée. Donc c'est terrible comme ce qu'il dit Mamri là. Il raconte comment les Touaregs sont montés sur les plateaux pour défendre leur dignité, qu'un jour un gendarme est venu chercher le papa et que sa femme a été aplatie au sol. Et Mamri disait, ça ne s'est pas passé pendant la guerre de libération, mais à l'indépendance. Ça, il parlait de la tribu des Ifouras. Même en 1911, c'est Éphémère qui a sauvé Idélès. Parce qu'il y a un pionnier qui a été voir l'Otey qui arrivait avec son armée, etc., qui a écrit Antiphinaire sur le sable, et c'est comme ça que les Touaregs ont su que la France avançait vers eux. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés à Idélès. Je dis bien Idélès. Merci Kada. Merci beaucoup. Oui, alors moi je voulais... il y a eu une question sur pourquoi il n'a pas écrit assez ou il aurait pu écrire assez, etc. Je voulais juste dire que la question lui a été posée par Tahar Djaoud dans l'entretien publié par la FOMIC en 81, je ne me souviens plus. Et il avait répondu concernant essentiellement l'œuvre romanesque, sur laquelle je vais revenir, parce que je suis d'accord avec toi sur l'importance de la traversée, sur l'importance testamentaire de la traversée. Il avait dit qu'il ne cherchait pas à écrire pour écrire. Il a écrit 4 romans, et chaque roman correspond à un moment crucial de l'histoire de l'Algérie. Et effectivement, il a écrit la colline oubliée qui a été publiée en 52, mais il a commencé à l'écrire à la fin des années 30. Il le dit lui-même, hein, ça c'est lui qui le dit. Parce que le paradoxe, c'est que Mamri n'a jamais écrit ses mémoires, mais c'est quelqu'un qui a parsemé des éléments biographiques, à la fois dans les entretiens. Il y a l'entretien avec Djaoud, d'autres entretiens, et surtout l'échange qu'il a eu avec Bourdieu. Hein. On sait on apprend beaucoup de choses sur lui, sa culture, comment il a pu être à la fois un amousnaou, c'est-à-dire répondre à un peu recueillir tout l'héritage kabyle, mais en même temps être un grand intellectuel scolaire. Voilà, c'est-à-dire qui a acquis voilà. Donc, il a écrit 4 romans qui correspondent à des respirations précises de l'histoire de l'Algérie, mais La Traversée est le seul qu'il a écrit après l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est d'où l'importance de La Traversée. Et La Traversée, d'ailleurs, même sur le plan stylistique, quand on l'étudie bien,
Mamri est un écrivain classique. C'est pas Kateb Yassine qui joue avec la langue, c'est quelqu'un qui a une espèce de classicisme dans le style, il a bien lu ses classiques, etc. Et là, la traversée, déjà, il s'est un peu libéré il a commencé à le faire à partir de l'opium et le bâton, parce que l'opium, les quatre romans de Mamri, sont des respirations de l'histoire de l'Algérie, mais aussi de son évolution personnelle. Et c'est toujours le même personnage qui, dans la colline oubliée, est en train de vivre à l'échelle du village, mais aussi avec le retentissement de ce qui se passe dans le monde, etc. Il part du village et les quatre villages les quatre collines oubliées de ces villages, c'est le même village mais avec des noms différents. J'avais recensé ça dans un écrit, il donne des noms Tasga, enfin d'un roman à l'autre, mais on sent les caractéristiques, c'est le même village kabyle avec Tejmaït, avec les repères. Et donc, dans le sommeil du juste, il se pose la question de l'humanisme scolaire, et dans l'opium et le bâton, déjà, ces questions ne se posent plus parce qu'il s'engage. Et la traversée, il revient au village. Tu l'as dit, c'est vraiment, la boucle est bouclée, c'est une œuvre d'une cohérence remarquable. Donc il n'a pas voulu écrire pour écrire, mais voilà, il a fait 4 romans qui résument, dans lesquels il a dit ce qu'il avait à dire sur l'histoire du pays, et sur aussi sa propre évolution. Alors, pour revenir un peu au théâtre, c'est très intéressant ce que tu as fait, parce qu'effectivement, on n'a jamais extrait la spécificité de ses œuvres théâtrales par rapport à son œuvre essentiellement romanesque, et tout le travail qu'il a fait sur la culture berbère, etc., le travail anthropologique, mais le théâtre, effectivement. Mais je rappelle que tous les écrivains de sa génération ont écrit du théâtre. Hein. Yassine, Dib, Malek Haddad, ils ont tous eu ils sont tous passés par le théâtre avec des implications différenciées. Mais lui, il est resté quand même très classique dans la composition de ses pièces de théâtre. Et le personnage du prophète, de ce personnage-là, c'est ce qu'on retrouve dans le théâtre grec, c'est le coryphée en général. Hein. Oui. C'est-à-dire c'est une espèce de voix un peu extra qui porte, qui sait, qui est omnisciente, qui est une forme de démiurge. Oui. C'est ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci Arsène. Youssef, moi je te dis un truc sur... je voudrais apporter juste un témoignage dans le même style là, sur les Touaregs. J'étais avec ma compagne française qui est venue me voir en Algérie à l'époque, et on devait aller à Timimoun. Donc je vais voir Delmouloud, je lui pose la question, je lui dis: Delmouloud, qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir à Timimoun? Il m'a dit: je te conseille rien du tout. Et il me donne le nom et l'adresse de son ami, comment on appelle ça, un guide. C'est pas celui qui sert le guide, l'informateur, son informateur, Bamoulay, qui est décédé il y a peu de temps de ça. Il m'a envoyé chez lui. Effectivement, il nous a reçus d'une façon vraiment extraordinaire.
Il nous a même organisé 2 mini-Ahlil, parce que c'est un chef de groupe d'Ahlil. Et il nous a organisé 2 mini-Ahlil qui s'appellent Tegareb. Bon, et il m'a présenté un autre vieux qui devait avoir plus de 80 ans, Bamhami, qui est décédé maintenant aussi. Et je discutais avec Bamhami, qui me parle de Delmouloud. Et il me disait Delmouloud. À un moment, je lui ai dit, non, mais toi, tu es plus âgé que lui, tu ne dois pas l'appeler Delmouloud. C'est lui qui doit t'appeler Bamhami, c'est tout. Il m'a dit, non, je ne peux pas ne pas l'appeler Delmouloud. Il m'a dit, parce que je le vois, je l'ai vu faire des kilomètres dans ce désert-là que tu vois ici, pour aller recueillir chez un vieux ou une vieille un petit quatrain de rien du tout. On lui dit qu'il y a un quatrain chez telle personne, et il fait des kilomètres à pied pour aller recueillir ce poème-là. Il m'a dit donc, quelqu'un qui a fait ça, et qui, grâce auquel aujourd'hui les gens connaissent Timimoun, je ne peux pas ne pas l'appeler Delmouloud. Voilà. Merci. Merci. Youssef, on prend la dernière question. Youssef. Moi, je voulais juste dire... donc, il y a eu 4 romans. La dernière rencontre que j'ai eue avec Delmouloud, c'était à Taouri-Bimoun, donc dans le cadre familial. Il me dit avec son accent à lui, « Ouais, Farid, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Il dit, « J'ai écrit un poème sur Simouhand. » Il me dit, « Ah bon ?» Et ben, figure-toi que moi aussi, je suis en train d'écrire un roman, et le roman, c'est le dernier voyage de Simouhand. Simouhand qui va aller en Tunisie, et il demandera à chacune des femmes qu'il a aimé rencontrer ce qu'elle voulait qu'il leur ramène de Tunisie. Et chacune donc va lui exprimer son souhait. Et l'une d'entre elles va le regarder et va pleurer. Et quand il reviendra, donc il ramènera chacune d'entre elles ce qu'elle a demandé, et puis devant celle qui a pleuré, il va se mettre à pleurer. Voilà en gros la trame de ce qu'il m'a raconté, du projet qu'il avait, du futur roman qu'il voulait écrire. Merci. Merci Farid. Merci Farid. Youssef, vas-y. Voilà. Merci pour cette... vraiment merci pour ce témoignage, merci pour ce travail, merci pour cette question, merci pour cette mémoire. Et je suis très content de vraiment de toute cette assemblée que j'appellerai la tribu de la mémoire, puisqu'il y a plein de personnages que je dirais déjà qui ont fait un travail, donc qui nous rapportent de très beaux témoignages qui donnent beaucoup d'émotions. Je salue tout le travail des gens qui font beaucoup de choses pour cette culture, je dirais pour même les cultures du monde, mais du moins que c'est notre ensemble, entend parler de notre culture, parce que quand même c'est quelque chose qui est un peu en péril, et heureusement qu'il y a des gens qui ont travaillé. Donc le travail de Mouloud Mamri reste quand même quelque chose de très puissant, très fort, puisque son nom est quand même dans toutes les mémoires. J'ai envie de poser une question qui n'en a pas eu une vraiment. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un ensemble, une organisation ou des rencontres qui font par ce travail un fer de lance réellement qu'ils utilisent pour pouvoir vraiment promouvoir cette culture sur laquelle il a beaucoup travaillé? Voilà. Oui, bien sûr. Écoutez, vous posez une question évidemment qui ne m'est pas particulièrement adressée, mais je pourrais donner mon point de vue, c'est-à-dire qu'en fait vous posez la question de l'héritage, comme l'avait posé notre ami avant, et qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire que nous tous, et surtout une nouvelle génération. Et moi je vous dis, l'important, comme l'avait dit tout à l'heure Youssef, c'est que les gens écrivent, et de partager. Le problème qu'on a aujourd'hui, on a deux problèmes. Dans nos pays, il y a une volonté d'ostracisme, de fermeture. Moi, je vous dis par exemple, celui qui m'a édité la Thafat, il est banni des salons des livres.
lui, comme Coco, comme France Fanon. Donc, même un salon de village, vous n'y êtes pas. Voilà. Donc, ça, c'est juste un aspect de la problématique. Mais ce n'est pas le seul. Et, tout à l'heure, je parlais de la question de la mémoire. C'est très important. Je veux dire, il ne faut pas qu'on ait le culte de la mémoire avec le culte des cimetières. Ce n'est pas la même chose. Donc, tous les gens, on va aller déposer des fleurs, etc. Sur quoi je fais allusion. Il ne faut pas qu'on ait le culte des cimetières, mais il faut avoir le culte du vivant. C'est-à-dire que si on a envie que cette culture revive, puisse être transmise aux nouvelles générations, c'est par un travail. Moi, je fais beaucoup de travail avec les jeunes. On explique les chouïas, d'où on vient, etc. Par exemple, à Marseille, l'année passée, je fais juste un parallèle, avec la mairie de Marseille, on a partagé le repas d'Inaïeul avec 2500 enfants de Marseille. Et cette année, c'est la mairie qui nous sollicite. Donc, il y a 2 ans, nous connaissons les Kitvel. Là, c'est la mairie qui nous sollicite, nous a dit, vous savez, l'écho que nous avons eu des parents. Les parents, des enfants sont rentrés, on a fait un petit texte qu'on a donné aux enfants. C'est quoi ce repas, pourquoi il est composé comme ça symbolise, etc. Nous, on leur a expliqué 2 choses. On a expliqué d'abord, nous avons, ceux qui nous ont précédés, les Mambouis, les Simhadoum, etc., nous ont légué ça. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On leur a dit, voilà, le Kouninayeur, c'est quelque chose qui s'insère absolument dans l'universalité. Il n'est pas contre-courant du progrès, il est dans le progrès. Parce que quand on parle de laïcité, nous on la revendique. Quand on parle de droit et de l'égalité homme-femme, nous on n'est pas contre, au contraire. Donc on y travaille. Donc ça nous pose l'intégration au monde moderne. Donc comme disait Mamri, nous sommes normalement prédisposés. C'est comme si quelqu'un, vous avez envie de monter sur un truc, il y a quelqu'un qui vous tend une échelle. Donc c'est quand même, on a des prédispositions que nous avons appuisées dans notre histoire. Et donc ça nous permet d'aller de l'avant. Et donc par le travail des uns et des autres, on peut, voilà, à condition d'éviter 2 choses, de mon point de vue, c'est-à-dire de se réduire en compote de chagrin. Moi je discutais avec un ami, il me disait, il faut revenir au Tifina, parce que c'est plus propre, c'est plus truc, c'est une espèce de nostalgie pure, etc. Alors que Mamri avait pris la décision d'écrire, c'est un autre débat, de prendre les lettres latines pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, celui qui écrit le français peut écrire Tamazight. Mais si on revient au Tifina, ça pose problème. Donc, entre autres. Et la deuxième des choses, il faut éviter le culte des cimetières. C'est-à-dire quand on va rendre visite à quelqu'un qui est décédé il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc., oui, c'est très bien. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on peut s'inspirer de son message pour avancer. Et la dernière chose que je voulais mentionner, toujours par rapport au regard de Mamri sur les choses. Moi, j'ai vu même, quand il avait traité de la guerre de libération nationale, il a traité d'une manière très originale. C'est pas l'histoire, l'héroïsme, ni la fleur de peau, etc. Quand vous lisez par exemple l'Opium et le bateau, je ne parle pas du film, parce que le film a totalement traversé de la vie même de Mamri. D'ailleurs, je me rappelle une fois, il m'a fait une confidence, je pense qu'il a dû la faire aussi à d'autres. Le personnage de Tayyib, à la fin, il était plus sympathique parce qu'il était plus authentique. Il jouait réellement son rôle de Harki et que les autres, il me disait, on avait l'impression, et moi je l'ai écrit en disant, une espèce de glorification de la mort. Alors que si on est contre le colonialisme, c'est parce que nous avons envie de vivre. Donc une espèce de glorification du héros, si vous vous rappelez, Ali Moutouakov, etc. Et à un moment, donc, c'était ce Tayyib, le Harki, qui remettait un peu les choses dans les perspectives. Et à un moment, je me rappelle, quand le capitaine rassemblait le village, il leur disait, voyez-vous, nous on est une civilisation, on ne vous tue pas, on bombarde le village, mais on l'évacue. Donc, nous sommes une civilisation et nous ne sommes pas des sauvages. Et puis les gens regardaient, et puis ils disaient, Taïeb, allez, traduis. Et puis lui, comme il n'avait pas suivi, il a dit, là on est, en fait, il ne savait pas, il a dit, nous sommes une civilisation sauvage.
En fait, désolé, enfin, je reprends la parole. En fait, je voulais juste attirer votre attention, peut-être certains d'entre vous sont au courant. Enfin, il y a les œuvres de Mamri, pas l'intégralité, qui sont rééditées. Parce qu'il y a de ça 3 semaines, j'ai racheté enfin, je l'ai racheté. Et il y a aussi autre chose dont on parle très peu, régulièrement, même si c'est pas médiatisé, parce que la culture intéresse très peu de gens. Il y a beaucoup de travaux qu'on présente aux universités, aussi bien en France qu'en Algérie. Donc, ça peut étonner, mais je vous assure qu'il y a souvent, il y a beaucoup de choses, sauf que il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais on ne parle pas, parce que peut-être que ça intéresse peu, parce que le climat est c'est pas médiatisé. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà, merci. Merci à toi. Moi, juste à rajouter un petit mot. Le partage kabyle, pour Sartre, c'était le partage le plus équitable. C'est ça l'apport à l'universalité. Pourquoi le partage kabyle, c'est le meilleur qui soit? C'est que nous avons par exemple un terrain à partager. Nous sommes 2 frères, nous devons partager ce terrain. Comment faire pour que ce soit équitable? Eh bien, toi tu partages et moi j'ai choisi. Très bien, pas mal. À propos de l'héritage, je voulais juste ajouter quelque chose. Je rappelle quand même que Mamri est le seul écrivain algérien, je dis bien le seul, qui ne soit jamais passé à la télévision algérienne. Même le sulfureux Yassine est passé, Mohamed Dib, bon, on sait qu'il y a eu l'incendie, etc. Mais Del Mouloud, jamais. Il n'y a pas une seule image, enfin, il y a des images qui ont été tournées, mais qui n'ont jamais été montrées ou invitées dans une émission, etc. Oui, ils n'ont pas trouvé de... Oui. Et ce qui est surprenant, c'est que ces 20 dernières années, on est surpris par l'effloraison d'hommages officiels. De maison de la culture, machin, etc. Ben, c'est des hommages très policés, etc. À mon avis, c'est à la fois parce que ça s'est imposé comme une évidence, mais en même temps, c'est un travail de vigilance à faire, parce que ça aussi, c'est de la récupération. Hein. C'est de la récupération qui réduit Mamri à des slogans, à quelques phrases comme ça, etc. À aller sur sa tombe le jour de sa mort, etc. Et de se faire prendre en photo pour le montrer, etc. Bon, ça, chacun fait ça un truc. Mais l'héritage réel, il existe. Hein, c'est ça. Par exemple, ça, on est en train de perpétuer son héritage parce qu'il y a un travail sur lui, on en parle, mais il existe, effectivement. Il y a beaucoup de travaux sur lui qui ne sont peut-être pas apparents, mais des gens qui font des thèses, des travaux universitaires. En Kabylie, il y a beaucoup de troupes qui travaillent sur des textes à lui, etc., qui montent dans des conditions pas toujours très professionnelles, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait, hein, il y a quelque chose qui Oui, juste un mot, parce que moi, effectivement, je rejoins ce que dit notre ami Abskay, c'est que moi, les dernières années j'ai pu rencontrer Mamri, moi j'ai trouvé que c'était quand même quelqu'un qui a été blessé, même s'il ne faisait pas apparaître pour donner l'image d'un héros, tout ça, pas du tout. Il n'est pas du tout dans ce style-là. Mais j'ai trouvé que, et comme s'il portait le poids d'une injustice dont il a été vraiment... Parce que quand on se rappelle, je veux dire, les calomnies, les invectives, les attaques contre lui, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est que ça a commencé en 1952, à la parution de son premier roman. C'est-à-dire que cet homme-là, on a l'impression que depuis le début, quand vous lisez, tout le monde l'a lu, La colline oubliée, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est pas un appel au soulèvement, pas du tout. Il parle de son village, il parle des vécus de son village, comment ce village appréhende les réalités nationales, internationales, avec la guerre, les engagements, etc. Et quand on lit les virulences de ces attaques,
Si quelqu'un n'a pas lu le roman et qu'il lit que les attaques, et souvent c'est le cas, même aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, je lis de temps en temps, soit dans le matin, soit dans d'autres journaux, des gens qui s'en prennent à des écrivains, et quelques années après, l'un de ses plus virulents détracteurs, en l'occurrence Mohamed Cherif Sahli. Et ça, c'est Ali Mamri qui m'a fait la confidence. Il m'avait dit qu'il avait traîné dans la boue. Il est venu voir la famille pour s'excuser, avouant qu'il n'a même pas lu l'ouvrage qu'il voulait incendier. C'est pour vous dire, c'est-à-dire une espèce de haine qui s'est déchaînée. Et j'ai ressenti ça des années 50, moi je les ai lus, mais par exemple, en 1980, quand Mamri a été l'objet de calomnie de la part de Kamal Belkacem dans le Moudjahid, il a très mal vécu ça. Ce qu'il a par contre grandi, c'est la réponse de la population. Il m'a dit quand je vois la mobilisation de la population, c'est-à-dire ce que tu sèmes est en train de fleurir malgré l'opposition, l'ostracisme, etc. Il m'a dit ça me fait oublier les éléments de confrontation vexatoire, etc. Et je me rappelle une fois au séminaire d'Yakuren, il m'a dit nous, on est en train de semer, peut-être qu'un jour la graine va pousser. Voilà ce qu'il disait. Les graines ont poussé et elles continueront à pousser, j'imagine, éternellement. Merci Mohamed, merci à vous tous. Place à la dédicace. Merci.